Alors, je suis la dernière de la journée, et pendant tout le courant de la journée, je me suis dit, ouh là là, ils vont parler de ce que je vais dire, mince. Et en fait, non, je crois que mon intervention va en fait clôturer, va conclure tout ce qui a été dit sur la journée, donc c'est bien. Et en tant que bonne prof, je vais commencer par des définitions, et définir notamment mon titre. Et en tant qu'historienne, je vais donner des exemples d'instrumentalisation du devoir de mémoire en passant par un ordre chronologique. Voilà. Alors, première définition, bien d'abord le devoir de mémoire, on en a parlé toute la journée. Là, je m'adresse un peu à mes étudiants pour faire un peu une conclusion. C'est l'obligation morale de se souvenir d'un événement historique, tragique, de ses victimes, dans le but qu'un événement de ce type ne se reproduise plus. Il est évident que l'enseignement, voilà, l'école a un rôle à jouer dans ce devoir de mémoire. L'instrumentalisation qui sert d'instrument, dans mes propos ici, d'instrument politique. Alors, il convient aussi de revenir sur une distinction importante, à mon sens, entre histoire et mémoire. On en a un petit peu parlé, mais on n'a pas vraiment pointé du doigt cela. Voilà. Oui, c'est ça. En fait, c'est vrai que c'est perturbant parce que toute l'écriture a changé, mais c'est pas grave. Il y avait une référence en dessous, mais elle a disparu. En fait, la mémoire, c'est quelque chose qui est demandé par des groupes sociaux, par des individus, et c'est façonné par des subjectivités et les enjeux propres à chacun qui porte ce devoir de mémoire. Or, l'histoire, c'est un déroulement des événements tels que rapportés par des historiens selon des critères scientifiques. Et ça, c'est important de faire cette distinction, puisque tout oppose un peu mémoire et histoire, puisque la mémoire, c'est plutôt l'évocation du passé empreinte de subjectivité, tandis que l'histoire, c'est un récit, un questionnement scientifique soumis à la critique d'historiens. Mais mémoire et histoire doivent se rencontrer, et on peut même dire que la mémoire est nécessaire à l'écriture de l'histoire. Donc même si c'est deux choses différentes, les deux se complètent. Alors, dans les programmes scolaires, évidemment, il est présent, et mon collègue en a un peu parlé. Je crois quand même que dans le programme du Pacte d'Excellence, dans le nouveau programme, il y a vraiment moyen de travailler ce devoir de mémoire. Il faut creuser un peu tout cela. Et notamment, il y a les matières comme mémoire coloniale qui revient, la Deuxième Guerre mondiale, la Shoah. Je ne remets pas du tout en question ici, d'ailleurs, leur importance dans ce programme. Il est évident qu'il faut les traiter à l'école. Mais ce que je me dois de faire en tant que formatrice de futurs professeurs, c'est d'inviter mes étudiants à avoir un regard critique sur ce devoir de mémoire, et c'est ce que je vais faire lors de cette présentation ici. Alors, j'ai dit que j'allais aller dans un ordre chronologique, et je vais d'abord vous montrer que ce devoir de mémoire, et surtout son instrumentalisation, ne concerne pas uniquement des faits contemporains. Alors, je vais prendre un bon vieux exemple du cours d'histoire que mes amis historiens dans la salle ont certainement eu à l'université. C'est l'exemple de la bataille de Poitiers, que l'on voit quand on parle d'histoire médiévale, 732. Alors, je rappelle, pour ceux qui n'ont pas eu le cours d'histoire, parce que la bataille de Poitiers, c'est donc Charles Martel, un franc qui va combattre les Arabes à Poitiers, qui est en conflit avec une armée omeyyade qui avait envahi la péninsule ibérique et puis qui était remontée jusque dans le nord de l'Aquitaine. Et cet événement qui a fait le prestige de Charles Martel est devenu un véritable mythe de l'histoire qui va être réutilisé, réapproprié, on va dire, par des politiques, mais aussi dans les programmes scolaires. Alors, première en date, c'est lors des croisades. Lors des croisades, on va remettre en avant ce combat, ce conflit, en disant qu'il s'agit d'un combat de chrétiens contre musulmans. Ce sont grâce aux chrétiens qu'on a pu évacuer les musulmans de France et qu'on a sauvé la France. C'était un peu les termes de l'époque. Et on en fait une bataille décisive. Alors, pour reprendre les mots du journal Le Monde dans un article que j'aime beaucoup, Poitiers ne fut pas le Waterloo des Sarrasins, dans le sens où on n'a pas complètement anéanti, on va dire, les Arabes à Poitiers. Les Arabes étaient encore d'ailleurs présents sur le territoire. Donc là, d'abord, il y a une grosse erreur d'interprétation. Et une autre grosse erreur aussi, c'est d'en faire un combat religieux. Vous voyez, sur cette peinture du 19e siècle, on voit la présence d'une croix chrétienne pour insister qu'il s'agit en fait d'un conflit religieux. Or, pas du tout. On est vraiment dans un conflit politique ici. Pourquoi ? Parce qu'on est à peine 100 ans après la création de l'islam, l'essence de l'islam. Les chrétiens, les Européens, les Francs ne connaissent pas vraiment l'islam. D'ailleurs, on pense à l'époque que c'est encore une religion polythéiste, ce sont des païens. Et donc, on n'est pas du tout dans un conflit religieux, mais on va transformer ce conflit en période de croisade pour en faire un conflit religieux. Et puis,
cet épisode de la bataille de Poitiers va revenir à différentes reprises dans les programmes scolaires, notamment au XIXe siècle, en période coloniale, dans la pédagogie coloniale. Eh bien, on va réinvestir Poitiers dans le programme. Alors, en même temps, je fais des exemples aussi d'instrumentalisation politique. Je sors un petit peu là du sujet, mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans l'Indre, un réseau de résistants prendra d'ailleurs le nom de Brigade Charles Martel, pour bien montrer qu'on va éjecter comme ça les ennemis de France. En pleine guerre d'Algérie, les écoliers algériens étaient tenus d'étudier la formule « En l'an 732, Charles Martel écrasa les Arabes à Poitiers ». Dans les années 60, un courant d'extrême, l'OAS, hostile à l'immigration, prendra également le nom de Charles Martel. Et plus récent, en 2002, lors de la campagne présidentielle, le Front National en France sort une affiche collector que j'ai cherchée mais que je n'ai pas retrouvée malheureusement. Mes étudiants ont cherché aussi, pas trouvé sur Internet. Mais l'affiche disait « Martel 732, Le Pen 2002 ». Pour vous montrer comme voilà, c'est fort. Et la dernière en date, c'est en 2015, après les attentats contre Charlie Hebdo, où on pouvait lire sur les réseaux sociaux « Je suis Charlie Martel ». Voilà, donc c'est un peu les dangers de l'instrumentalisation de l'histoire à des fins politiques, mais aussi dans les programmes scolaires. Alors, clairement, c'est surtout après la Première Guerre mondiale que la démocratisation des politiques de la mémoire vont se faire, et on va vraiment avoir tout un enjeu important autour, évidemment, des morts de la Grande Guerre. Il faut se souvenir de ceux qui se sont sacrifiés pour la patrie. On érige des monuments aux morts dans les années 20, et on fait toute une série de commémorations autour de la date du 11 novembre. Alors, là aussi, dans ces premières commémorations, et aussi dans les programmes scolaires, il y a des oubliés. Et des oubliés politiques, évidemment. C'est une volonté, à mon sens, politique. On oublie les fusillés pour l'exemple. Évidemment, on n'en parle pas. Ça n'arrange pas du tout le gouvernement, puisqu'on cherche, dans ce devoir de mémoire, à montrer qu'il y a un combat du bien, les résistants contre le mal, le régime autoritaire. Et donc, c'est ce qu'on appelle les fusillés pour l'exemple. Donc, pour rappeler qui ils sont, ce sont ceux qui ont fui le champ de bataille ou qui ont battu en retraite avec leurs troupes pour sauver souvent leurs troupes, eh bien, vont être après fusillés par leurs généraux pour avoir désobéi aux ordres des supérieurs. Alors, c'est un fait qui concerne beaucoup plus la France que la Belgique. Merci à M. Roussman pour son information. J'ai un peu creusé et il m'a envoyé un article. Ça concerne 9 à 12 soldats en Belgique, donc c'est pas énorme. Et ça s'arrête après mai 1915. Les fusillés, pour l'exemple, ont été beaucoup plus importants en France. Et on ne retrouve pas en fait de mention de ces fusillés, pour l'exemple, au début des années 20. C'est le cas notamment de ce lieutenant, Herdouin, qui va être fusillé en 1816 parce qu'il va ordonner à son régiment de battre en retraite parce qu'il est encerclé par les Allemands. Et puis, eh bien, son général va l'accuser. Alors lui, il a eu la chance d'être réhabilité en 26. Il y a son nom sur une des rues à Reims. Mais officiellement, en fait, il n'y a pas eu de réhabilitation officielle avant les années 90. Et il faudra attendre 98, suite à la mobilisation de plusieurs associations, pour que le Premier ministre français réhabilite enfin ces soldats. Et donc, pour reprendre ces mots à l'époque, voilà, on réhabilite les soldats après avoir durablement combattu, qui avaient refusé d'être sacrifiés de façon irresponsable, et ils pourront ainsi intégrer la mémoire nationale. Donc il a fallu attendre les années 90 pour que ça soit fait officiellement. Alors après la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, on a encore aussi cette idée de devoir de mémoire, de se souvenir de ceux qui se sont sacrifiés pour la guerre. D'ailleurs, en 1945, on va beaucoup mettre en avant la résistance qui va un petit peu éclipser par son omniprésence les autres mémoires. La mémoire des civils qui sont morts dans les bombardements et la mémoire aussi des déportés raciaux qui, à l'époque, n'étaient pas vraiment mis en valeur comme ce sera le cas dans les années 70 ou 80. Et donc, là aussi, on voit que dans ce devoir de mémoire, eh bien, il y a évidemment un enjeu, une orientation politique. Alors, avec l'enseignement et le lien, c'est qu'évidemment, on va demander aux professeurs et aux futurs professeurs de jouer un rôle. On va exercer une pression, en fait, sur l'école pour ce devoir civique et pour inculquer l'esprit patriotique à l'époque. Alors pour ça, j'ai eu la chance, parce que j'ai l'amicale des anciens de l'école normale qui travaille pour moi, je les exploite un petit peu, et ils ont été, oulala, on voit pas grand-chose, mais ils ont été dans les archives de l'école, et on a retrouvé toute une série de lettres venant du ministère de l'Instruction qui datent de l'année 45. Et là, notamment, on est en avril 45, donc on s'est libéré depuis quelques mois, mais la guerre n'est pas totalement finie, et donc on est encore dans
une tension de guerre. Et entre parenthèses, je sors du propos, mais j'ai retrouvé aussi des documents d'inspecteurs qui venaient dans la haute école pour venir inspecter le rôle qu'avaient joué les enseignants de l'école normale pendant la guerre. Est-ce qu'il y a eu des collaborateurs? Est-ce qu'ils ont été résistants? Et donc, on a des inspecteurs comme ça qui débarquent à l'école. Et on revoit aussi ceux qui ont été nommés dans l'occupation allemande, les professeurs nommés à la haute école pour vérifier s'ils n'avaient pas un rôle tendancieux avec l'occupant. Et ici, dans ces différentes lettres, j'en ai mis que quelques exemples, on voit bien la pression qui est exercée sur l'école pour exercer ce devoir de mémoire et inculquer l'esprit patriotique. Alors, je vais reprendre l'original parce que du coup, je ne sais pas vraiment lire avec ça. Donc, je vais essayer de retrouver ça dans l'original. Voilà, je vous lis quelques extraits. Hein. Donc, nous sommes en avril 1945. C'est le ministère de l'Instruction publique qui envoie ça aux professeurs de l'école normale à Mons, donc les hautes écoles. Tout a été dit sur la nécessité d'instruire la jeunesse des écoles dans le respect et l'amour de la patrie. Il ne faut pourtant pas se lasser de le répéter, l'éducation civique mérite l'attention toute spéciale des éducateurs, particulièrement après la rude et longue épreuve de l'occupation. Je vais un peu plus loin. L'éducation civique est intimement liée à l'œuvre d'éducation en général. Ce qui lui donne sa valeur, c'est l'atmosphère de l'école, c'est l'exemple des maîtres. Je suis décidé à veiller avant tout à ce que chaque instituteur, régent, professeur ou chef d'école prêche d'exemple, qu'il sente vibrer dans son cœur, pour reprendre les termes d'un décret de 1900, l'amour de la patrie, et qu'il soit sincèrement attaché aux libertés constitutionnelles. Et donc, on parle ici de patriotisme, un petit peu plus loin, on dit, sans tomber dans l'excès du chauvinisme, toute l'éducation doit être imprégnée de l'admiration de nos gloires communes, de la fidélité à nos souvenirs historiques, à tout ce qui fait la grandeur de la patrie et cimente l'union nationale. On incite évidemment le salut au drapeau. On demande à ce que l'attachement à la patrie ne soit plus qu'une émotion, mais elle doit être vraiment partie intégrante des programmes scolaires. Et alors, un peu plus loin, vous avez dans chaque matière ce que l'enseignant doit faire pour inculquer cet esprit patriotique. En français, en histoire, évidemment, on dit bien que dans le cours d'histoire, nous devons mettre en avant le passé héroïque de nos soldats, notamment, et pas que ça. Donc, vous voyez, on voit bien ici qu'il y a un rôle joué par l'école dans la transmission de ce sentiment patriotique. Et pour revenir sur le propos de devoir de mémoire, voilà. Oui, ça c'est un document qui oblige en fait les enseignants à faire le salut au drapeau, surtout entre le 10 et le 15 novembre. Et ça c'est intéressant aussi, c'est le journal de l'Amicale des Anciens, et c'est celui de 1948 où on fait l'inauguration du monument aux morts. Donc pour les morts de la Deuxième Guerre mondiale. Et là, le directeur fait aussi un discours que je vais du coup aller rechercher parce que je ne vois pas mon PowerPoint. Désolée. Normalement, je dois l'avoir. Voilà. Et il nous dit « Érigé au cœur même de l'école, ce monument sera un témoignage et un exemple. » Ça, c'est intéressant. Témoignage pieux de l'héroïsme de nos aînés qui, professeurs ou élèves, se donnèrent à la patrie jusqu'au don suprême. Il sera aussi, pour les promotions futures, un exemple éloquent. Il dit qu'ils sachent tous que la présence ici, je les engage à jamais dans la même voie de l'honneur et peut-être du sacrifice. Donc on dit clairement, ceci c'est un exemple, ce passé héroïque, car vous serez peut-être amenés, vous aussi, à vous sacrifier pour la patrie. Et donc nous sommes évidemment, bon là on est après au lendemain de la guerre, mais on est encore dans un esprit très très patriotique. Donc j'insiste toujours auprès de mes étudiants parce que j'ai constaté que parfois mes étudiants de première me disent, quand on fait des exercices de fiabilité d'un document, comme on le fait en histoire, ils me disent « Oui madame, c'est bon, ça vient d'un manuel scolaire, donc c'est sûr, c'est fiable. » Je dis « Ah non, c'est parce que ça vient d'un manuel scolaire ou parce que ça vient d'un programme scolaire que c'est objectif en tout cas. Fiable peut-être, mais objectif pas. » Et c'est d'ailleurs un petit peu, je rejoins ce que fait Jean Lampart, hein, mais c'est un petit peu, on va dire, paradoxal parce qu'on demande à l'enseignant d'être neutre. Mais en fait, je veux dire, s'il y a bien quelque chose qui n'est pas neutre, c'est bien l'enseignement et les programmes scolaires, puisque les programmes sont issus d'un ministère qui lui-même est issu d'un gouvernement et qui est composé de partis politiques. Et on le sait, hein, l'élaboration du programme du Pacte d'Excellence a été très long à faire parce qu'il y a un enjeu politique derrière. Et donc, voilà, je me dois en tout cas de prévenir, d'éduquer mes étudiants sur ce point-là. Alors, pour faire écho à ce qui a été dit ce matin, il y a encore d'autres exemples. Alors là, je vais m'attaquer à un exemple français.
sur la mémoire coloniale, où, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le 23 février 2005, il y a un article de loi qui était sorti en France, adopté par l'UMP, à l'époque de Nicolas Sarkozy, en faveur des rapatriés et des harkis. Et cet article de loi stipulait que les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence outre-mer, notamment en Afrique du Nord, et accordent à l'histoire et au sacrifice des combattants de l'armée française issus de ce territoire la place imminente à laquelle ils ont droit. Et donc, Nicolas Sarkozy demandait aux professeurs d'insister sur le rôle positif de la colonisation, et ça rejoint vraiment ce qu'on a dit ce matin. Il y a eu de très vives contestations de la part du milieu enseignant en France, et suite à ces manifestations, l'alinéa a été abrogé du décret en 2006. Alors, à la base, je voulais vous parler de l'instrumentalisation de la Shoah. J'ai décidé du coup de contourner un peu le propos, simplement parce que ça a fait l'objet déjà d'une conférence au mois de mai. Donc je vous renvoie à un livre qui s'appelle Désir de mémoire, écrit par un monsieur qui s'appelle Vincent Engel, qui a fait une présentation ici au Mondaneum. Et donc il reprenait un peu ce que je voulais moi vous dire sur l'instrumentalisation de la Shoah. Mais j'ai donc décidé plutôt de vous partager une expérience personnelle par rapport à ce sujet. Et évidemment, cette instrumentalisation, et je discutais avec monsieur tantôt, je vais parler plutôt de récupération politique de la Shoah plutôt que d'instrumentalisation. C'est quelque chose qui n'est plus à démontrer. L'Holocauste est la composante principale de l'identité israélienne. Elle est très présente aussi dans le système éducatif. Énormément d'heures de cours sont données sur la Shoah aux jeunes Israéliens, et surtout évidemment dans ce contexte. Et en fait, j'ai eu la chance de participer en 2013 à un séminaire d'études sur la Shoah à Yad Vashem. Donc Yad Vashem, c'est le centre mémorial de la mémoire à Jérusalem, qui se trouve sur une des collines. Je vous avais le plan qui est là, et vous voyez un petit peu le site, c'est gigantesque. C'est vraiment très, très impressionnant. Et en fait, c'était offert par une fondation, la Fondation Merci. On offrait aux enseignants, enfin on offrait, vous payiez 500 €, mais c'était rien du tout, pour 10 jours de séminaire à Jérusalem, donc le billet d'avion, l'hôtel, la pension complète, et alors on repartait de là avec une valise remplie de livres. Donc clairement, c'était très intéressant, mais évidemment très orienté aussi, il faut dire ce qui est. Voilà, on avait un voyage qui était en grande partie financé et payé, et donc on savait aussi dans quel contexte on partait suivre ce séminaire sur la Shoah. Et donc, je le savais aussi, mais quand même sur place, en suivant les interventions des historiens, j'étais vraiment étonnée de me dire à quel point la Shoah était réappropriée pour un esprit, pour inculquer un esprit patriotique, un esprit nationaliste à ces jeunes Israéliens. Et donc, en aparté, entre deux interventions, j'attrape un historien israélien qui parlait bien français, et je lui dis, écoutez, est-ce que vous avez conscience quand même à quel point vous utilisez cet événement historique pour inculquer cet esprit nationaliste? Et il me répond, bah oui, bien sûr qu'on en a conscience, mais les Belges, les Français, les Allemands, tout le monde l'a fait avant nous. Et au vu de ce que je viens de vous montrer juste avant, je ne pouvais que lui donner raison. Et effectivement, nous l'avons tous fait. Toutes les nations ont cherché à construire leur esprit nationaliste sur l'histoire. Donc voilà comment un peu il justifiait ce qu'il faisait. Alors, tout ça pour vous dire et pour conclure que, en tant que formatrice de futurs professeurs et futurs professeurs d'histoire, il faut évidemment sensibiliser, éduquer nos étudiants à aborder le devoir de mémoire avec esprit critique, c'est-à-dire voir aussi dans quel contexte on nous demande d'enseigner telle ou telle chose, et surtout dans le contexte actuel. Dans le contexte actuel, ah oui, j'avais mis d'autres photos de Yad Vashem, ce centre qui a été utilisé, d'ailleurs on a vu ces photos-là ce matin chez mon intervenant. Mais voilà, dans le contexte actuel où la guerre est à nos portes, où l'idée d'une Europe qui rentre en guerre n'est plus complètement exclue, et où la propagande de guerre refait surface aujourd'hui dans notre société occidentale, il y a une question que je me pose, c'est quelles sont les injonctions qui seront données par le ministère de l'Enseignement dans ce contexte? Allons-nous devoir à nouveau inculquer un esprit patriotique à nos élèves pour qu'ils aillent dans l'adhésion de la guerre? Voilà, c'est en tout cas une méfiance qu'il faut avoir. Alors je ne prends pas de parti pris, je ne dis pas qu'il faut ou pas l'être, je dis simplement qu'il faut être averti de cette orientation politique. Et une autre question aussi que je me suis posée, c'était quelle est encore la place de cet esprit patriotique dans notre société actuelle. Voilà, merci pour votre écoute.